Pour commencer, on va parler de la confidentialité. Donc la confidentialité, quand on travaille avec une architecture cloud, c'est quoi? C'est définir le niveau de sensibilité des différentes données avec lesquelles vous travaillez, définir également les différents accès que vous donnez à vos employés et collaborateurs. Et bien sûr, tout cela, ça s'inclut dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Donc en exemple concret, on a la data breach de Sony en 2014. Donc c'était un piratage massif des données de Sony, notamment plusieurs terabits de données, incluant des films qui n'étaient pas encore sortis au cinéma. Donc Sony a reçu plusieurs pressions de la part de justement ces pirates, monnayant une compensation financière. Donc ils ont refusé de payer, les films se sont retrouvés disponibles directement sur le web, ce qui a engendré une perte financière conséquente pour l'entreprise. Ensuite, en seconde menace, on a la menace sur l'intégrité des données. Donc l'intégrité des données, ça repose sur 3 valeurs précises: la précision, l'exactitude et la validité. Donc la majeure partie des menaces qui arrivent sur l'intégrité de vos données, ça vient soit d'une erreur humaine, soit d'une erreur lors du transfert ou du stockage des données. Un exemple concret de ce type de menace, donc c'est le hack de Monero en 2019, donc c'était il y a 2 mois, c'était il y a pas très longtemps. Un pirate a réussi à uploader une version du code source de l'application Monero directement sur le site officiel de Monero. Donc les utilisateurs qui ont téléchargé, en fait c'est pas l'entreprise qui a trouvé le problème, c'est les utilisateurs ayant téléchargé l'application directement sur le site qui se sont rendus compte que les codes sources ne correspondaient pas avec ce qui était annoncé. Donc il y a eu des pertes financières pour ces utilisateurs, notamment plusieurs milliers d'euros de crypto-monnaies. Et ce qui en a découlé, c'est évidemment une perte de confiance dans l'organisation, puisqu'ils n'ont jamais déclaré ou fait de communiqué comme quoi ils avaient eu un problème de sécurité. C'est les utilisateurs qui ont dû faire remonter le problème directement à l'entreprise. Un des deux, c'est quoi? C'est quand on épuise les ressources système ou qu'on sature les ressources système d'une entreprise, donc les ressources se trouvent inaccessibles. Dans le cas d'OVH, ça a impacté tous leurs clients pendant 5 jours, du 18 au 23 septembre. L'attaque provenait d'un botnet de caméras de sécurité, donc des objets connectés. Ils ont été détournés de leur utilisation principale et ont permis tous ensemble d'envoyer un certain nombre de données sur les serveurs OVH, donc, ce qui a complètement saturé leurs ressources et a rendu inaccessibles les différents serveurs. Et bien évidemment, il y a eu un fort impact sur l'activité des clients. Ensuite, en deuxième exemple, j'ai le DDoS de GitHub, donc pareil, toujours le déni de service, mais du coup là c'était différent, parce que le pirate ne s'est pas appuyé sur un réseau botnet ou la faille Mirai par exemple pour ceux qui connaissent, mais là le pirate s'est appuyé sur une faille de sécurité qui était présente dans les différents serveurs, donc il a détourné l'utilisation des serveurs pour justement surcharger d'autres serveurs, donc c'était inédit à cette époque-là. GitHub a annoncé via un communiqué qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ce genre d'attaque. Donc heureusement GitHub c'est une grosse plateforme, donc ils ont réussi à mitiger l'attaque assez rapidement, mais vu le nombre de personnes qui utilisent ce genre de plateforme de développement, c'est très impactant pour eux. Donc depuis ils ont adopté plusieurs contre-mesures, notamment Cloudflare, donc, qui permet de mitiger ce genre d'attaque en filtrant les types de paquets IP qui rentrent. Donc ils arrivent à détecter si c'est un utilisateur officiel ou un utilisateur du coup qui est contrôlé par quelqu'un d'autre. Et pour les menaces, c'est à peu près tout. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Maxime qui va vous parler des mécanismes. Donc en rouge, vous avez, selon les offres, les aspects de la sécurité que vous, utilisateurs, donc moi, vous, les organisations, les entreprises, vous devrez prendre en compte au niveau de la sécurité. Et dans l'autre couleur, en gris, vous avez ce dont le fournisseur va s'occuper au niveau de la sécurité. Donc par exemple, pour une IaaS, ils vont s'occuper de tout ce qui est de la sécurité de l'infrastructure, donc les serveurs, la virtualisation qui est sur les serveurs, mais aussi le stockage de données. Le PaaS, c'est une solution un peu plus poussée, où ils vont aussi s'occuper de la sécurité des middleware et de votre système d'exploitation. Et enfin, il y a le SaaS, qui est un peu la solution all-inclusive, où votre fournisseur va s'occuper de tout ce qui est de quasiment tout au niveau de la sécurité, à part de vos données qui ce sera toujours à vous de les sécuriser. L'identification, c'est une grosse partie dans le cloud. Ça permet d'accéder à vos ressources et surtout, c'est une partie par laquelle tous vos utilisateurs ils vont devoir passer. Donc, ce qui est important dans l'authentification,
l'authentification, pardon. L'authentification, c'est que elle doit être sécurisée sans pour autant gêner vos utilisateurs à accéder au cloud. Par exemple, quelqu'un qui doit s'authentifier 4 fois en 10 minutes pour accéder à une ressource, ça va le gêner dans ses actions, pardon, et ça ne va pas être productif du tout. Une grosse boîte qui s'appelle Verizon, c'est une boîte de télécom américaine qui fait un rapport chaque année qui s'appelle le rapport DBIR, Data Breach Investigation Report, qui est un rapport qui donne les dernières statistiques de cybersécurité. Et dans ce rapport, on peut lire que 80% des fuites de données en entreprise sont dues à des identifiants faibles ou dérobés. On aurait pu éviter ces types de fuites de données en ayant une authentification forte, mais c'est souvent pas fait dans les entreprises. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté par exemple sur Gmail dans un pays étranger, vous avez sûrement dû recevoir une notification comme quoi il y avait une connexion inhabituelle. C'est basé un peu sur le même principe. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui va essayer de se connecter avec des identifiants usurpés, il va par exemple passer le premier facteur, parce qu'il aura les identifiants, mais derrière il y aura une analyse de la connexion, et ils vont voir que l'authentification est inhabituelle. Par exemple, il se connecte depuis une machine qui ne s'est jamais connectée sur le réseau. Du coup, le système va lui demander de donner un deuxième facteur pour pouvoir accéder à la ressource. Donc, les avantages, c'est que selon la sensibilité de la ressource, il va avoir un minimum, un minimum acceptable d'authentification. Et plus une ressource sera sensible, plus les données seront sensibles, plus vous aurez besoin des données de facteurs d'authentification pour y accéder. Ça permet d'améliorer la détection des fraudes, vu qu'il y a un système d'analyse derrière l'authentification. Vous pourrez savoir quand est-ce que quelqu'un essaye de se connecter avec des identifiants usurpés. Et aussi, ça permet de créer une architecture flexible qui va s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, par exemple, s'il y a des nouvelles avancées en termes d'authentification, elles vont pouvoir être facilement intégrables dans votre système. Lorsque vous allez souscrire à une offre cloud en entreprise, c'est important de définir qui va s'occuper de quoi dans la sécurité, donc sur la responsabilité partagée que j'ai expliqué. Selon votre offre, ça va différer. Il y a aussi le chiffrement des données. Il faut vous assurer que vos données elles sont chiffrées lorsque les données qui rentrent et qui sortent du cloud soient chiffrées pour éviter qu'elles soient interceptées par des attaques. Après, il faut avoir un système d'authentification sécurisé et adapté à vos besoins. C'est-à-dire que si vous êtes une petite entreprise, une authentification à 2 facteurs, c'est clairement suffisant. Si vous êtes une plus grosse entreprise et que vous avez des données plus sensibles, c'est mieux d'utiliser un système d'authentification plus complexe. Enfin, c'est intéressant de faire des tests de pénétration réguliers et d'en faire régulièrement. Ça va permettre de trouver les failles de votre système. Et donc, en fait, les tests de pénétration, typiquement, ça peut être soit par le fournisseur, les gros fournisseurs comme Amazon, comme Microsoft, ils en proposent déjà. Sinon, ça peut être fait par un particulier aussi, qui est spécialisé dans la sécurité. Et ces tests, ils vont vous permettre, ils vont vous sortir des rapports qui vont vous dire où est-ce que vous avez des failles et comment est-ce que vous pouvez résoudre ces failles dans votre système. Et une des choses qui est une des plus simples, mais qui est souvent pas faite, souvent la menace elle vient de l'intérieur au niveau du cloud. Si les employés ne sont pas formés sur comment utiliser le cloud ou qui négligent son utilisation, ça peut ouvrir des portes à des attaques. Donc comme n'importe quel autre domaine, en fait, il ne faut pas hésiter à former ses employés pour qu'ils sachent comment y accéder de façon sécurisée et éviter les mauvaises pratiques. Voilà, on a terminé. Merci de votre écoute.